Avant de démarrer, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise littéralement tous les jours, c'est Canva, et je suis pas peu fière qu'il soit le partenaire du podcast du marketing. Bon, je doute pas que vous connaissez déjà Canva, mais est-ce que vous utilisez vraiment tout son potentiel ? Moi, il fait partie de mes onglets toujours ouverts sur mon ordi, au même titre que mes mails, mon calendrier ou ChatGPT. Je l'utilise pour tout, pour créer des visuels, recadrer des images, monter des vidéos, préparer des présentations. Leur banque d'images est dingue, et puis depuis quelques temps, Canva est boosté à l'IA, alors tout va encore plus vite. Par exemple, si j'ai une idée de pub pour Insta, je la décris et j'ai un premier jet en quelques secondes, c'est magique. Franchement, si vous êtes dans le marketing ou pas et que vous n'utilisez pas Canva, je ne sais pas comment vous faites. Ce qui est sûr, c'est que Canva me fait gagner en temps, en créativité et en professionnalisme. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez tester tout ça gratuitement sur canva.com. Je dis ça, je dis rien. Allez, on retourne à l'épisode. Tiens d'ailleurs, la vignette du podcast, je l'ai faite avec Canva. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 306. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Si vous écoutez régulièrement le podcast du marketing, vous avez probablement remarqué que je vous propose de plus en plus d'épisodes sur le thème de l'IA. Je le fais pour une raison très simple, on veut toutes et tous en savoir plus, même si on n'est pas tous d'accord, entre ceux qui se méfient de tout ce qui est créé avec l'IA jusqu'à ceux qui veulent absolument tout tester. La réalité, c'est qu'on soit pour ou qu'on soit contre, l'IA est là, elle est déjà bien installée, il y a peu de chances qu'elle disparaisse demain. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Que fait-on vraiment de l'IA d'un point de vue du marketing ? Non, parce que une fois qu'on a testé quelques prompts, une fois qu'on a écrit 3 posts sur LinkedIn et une fois qu'on a préparé les menus de la semaine, qu'est-ce qu'on fait concrètement de l'IA pour notre activité marketing ? Parce que, pardon, mais c'est quand même bien ça qui nous intéresse ici. Alors, pour aller plus loin sur le sujet, pour répondre concrètement aux besoins du marketing, j'ai invité l'une des références de l'IA en France, Marjolaine Grondin. Il y a 10 ans, elle lève 1 million d'euros pour Jam, son entreprise qui est leader du chatbot francophone, bien avant l'arrivée de ChatGPT. L'entreprise atteint plus de 900 000 utilisateurs. Marjolaine est nommée dans le classement Forbes 30 Under 30 et dans le Top Innovator Under 35 du MIT, rien que ça. Bref, Marjolaine fait partie des précurseurs de l'IA en France et je lui ai demandé de nous montrer comment vraiment l'intégrer à notre pratique du marketing. Pas pour jouer, pas pour frimer, mais pour véritablement faire un meilleur marketing. Je vous propose d'accueillir tout de suite Marjolaine Grondin. Bonjour Marjolaine, bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle. Trop contente de te recevoir aujourd'hui. Marjolaine, on va parler aujourd'hui d'IA. C'est pas un grand secret parce que tu es une spécialiste de l'IA. Tu vas nous en dire un peu plus tout de suite. On va parler d'IA. J'en parle de plus en plus d'IA dans mes épisodes parce que de fait, c'est quand même un des gros sujets du moment. Mais là, on va vraiment parler d'IA appliquée au marketing. Comment est-ce que moi, en tant que marketeur ou en tant que personne qui fait du marketing au quotidien, comment est-ce que je peux véritablement l'appliquer à mon job ? Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Marjolaine, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Ouais, normalement ça va. Je suis entrepreneur, j'ai créé ma première boîte Jam que j'ai développée pendant 10 ans, revendue il y a 3 ans. C'était le premier chatbot francophone. Alors j'aime bien dire que selon mon humeur du jour, c'était soit le digne ancêtre prédécesseur de ChatGPT, soit son petit frère un peu raté. La vérité est sûrement un peu au milieu, mais c'était une grande aventure. Il y a 3 ans, j'ai eu envie de voir autre chose. Et puis finalement, après 2 ans de musique, de surf, d'exploration, de lecture, de voyage, l'IA est revenue à moi. Et cette idée de nouvelle interface plus humaine, via le langage naturel entre l'homme et la machine, est revenue à moi quand ChatGPT est sorti, justement, qui était notre vision, tu vois, à l'époque, avec mon associé. Et depuis, j'accompagne, je forme des entrepreneurs, des dirigeants, des managers, des curieux à l'intelligence artificielle. Voilà, donc j'ai un bootcamp, je fais des confs, des ateliers. C'est ça qui m'anime le plus en ce moment.
trop chouette. Sincèrement, je suis trop contente de t'avoir au micro parce que t'es un peu précurseur sur l'IA. T'étais vraiment au tout début du truc. Donc, t'as vu toute l'histoire monter et tu vois t'as un peu ce recul de voir où est-ce qu'on en est. On en parlait en off juste avant et le fait que, voilà, tout évolue très très vite. Il y a encore des personnes qui n'ont pas encore touché véritablement à l'IA, d'autres qui ont l'impression de l'utiliser absolument tout le temps et d'être super calés sur l'IA. Les choses bougent ultra vite. Moi, j'ai une première question un peu, mais enfin, c'est quand même ce que tout le monde se dit autour de moi. Marjolaine, est-ce que l'IA, ChatGPT, mais l'IA globalement, est-ce que ça sert à faire des posts sur LinkedIn? Non, surtout, s'il vous plaît, n'écrivez pas vos posts LinkedIn avec l'IA. Allez, je vais dire que s'il y a une exception, c'est si vraiment, tu vois, une boîte de une ou quelques personnes qui, et encore, je vais me contredire après, mais allons déjà voir dans quel cas potentiellement, tu vois, qui n'a pas du tout le temps et veut faire vraiment du fonctionnel, du transactionnel et se dit, moi, je ne sais pas aller sur LinkedIn, je ne sais pas, j'ai pas envie d'y passer du temps, ça me fait peur, j'ose pas me lancer. Dans ce cas-là, ok, on peut avoir quelque chose de médiocre, mais médiocre et alors je vais essayer de pas faire trop d'anglicisme, mais tu vois, done is better than perfect. Donc tu as le droit de faire de l'anglicisme, okay, ça on va nous faire gêne des pas. anglicismes. Vas-y. Ouais. Mais tu vois, voilà, c'est-à-dire que au moins c'est fait et toutes les semaines, tous mes mardis, j'ai un post, il est à peu près ok, il reprend les éléments importants, etc. Oui, il vaut mieux faire ça que de pas du tout poster dans certains cas. Maintenant, quand on a envie de communiquer quelque chose, quand on a que ce soit pour une grande boîte, quand on gère une marque, quand on a sa propre boîte, ne faites pas ça. Et pour vous, et aussi pour le monde, on n'a pas envie que LinkedIn se transforme en une poubelle géante où en fait c'est des algorithmes qui nous racontent ce qu'on doit lire. Il y a un mot aujourd'hui qu'on utilise beaucoup dans l'IA, c'est le SLOP, S-O-L-P. AI SLOP, c'est l'IA qui fait des déchets en fait, tu vois, la déchetterie. Et hier, je lisais un article de Harvard Business Review sur le AI work slop qui disait You just got work slops. En gros, ton collègue vient de t'envoyer un pavé et en fait, tu le lis et au début, tu dis bon, ça a l'air bien présenté, c'est joli, c'est machin. Puis au bout d'un moment, tu te dis attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu te rends compte que c'est pas du tout lui qui l'a écrit et c'est l'IA et la charge revient vers toi. Ne faites pas la même chose sur LinkedIn. Bref, voilà, tu m'as compris, je pense que le message est clair. Tu sais quoi? C'est intéressant parce que je m'attendais pas du tout à ce que tu me dises ça. Je m'attendais à ce que tu me dises, bah oui, bien sûr, mais il faut bien le faire, mais machin, mais... Toi, en gros, tu dis, l'IA, ça va servir à d'autres trucs, mais ça, gardez-le humain parce que ça va se sentir et c'est saoulant le moment où tu te rends compte que c'est pas une personne qui l'a écrit. En fait, où il y a un truc qui se passe, c'est que, et d'ailleurs l'article que je lisais hier disait ça, l'analyse, qu'est-ce qui se fait quand tu comprends, qu'est-ce qui se passe psychologiquement quand tu comprends que tu pensais lire un IA, un humain, pardon, tu pensais interagir avec un humain qui te partage sa pensée, donc il y a un lien de confiance qui se crée, et à un moment, c'est une IA. Et t'as été flouté, et tu te dis, ok, j'ai perdu mon temps, on m'a pas prévenu. Donc voilà, il y a quelque chose quand même qui est important et du niveau psychologique humain. Maintenant, vu qu'on est en podcast, et moi j'adore les podcasts parce qu'on a plus de temps, et justement c'est pas juste je vous fais un tweet, je vous fais un petit message, et le but c'est de faire du like, et au contraire on peut développer... Je dis pas qu'il faut pas utiliser LinkedIn, utiliser l'IA pour écrire des posts LinkedIn. Je dis ne postez pas des posts LinkedIn rédigés par l'IA. En revanche, plus on commence à utiliser l'IA, plus on se rend compte qu'en fait, un post LinkedIn, c'est quoi? C'est des idées. Des idées, elles sont nées comment? Elles sont nées de points de data. Elles sont nées d'un mélange d'intuition, mais aussi d'information. Je vais structurer cette donnée. Je vais travailler mon accroche, mon hook. J'ai plusieurs idées. Et tu vois, en fait, travailler certains points, si vraiment on a envie de faire bien les choses. Mais du coup, j'ai envie de dire, vous allez travailler plus, vous allez travailler votre poste plus en profondeur, mais vous allez avoir un résultat qui sera bien meilleur que celui que vous auriez eu seul. Et alors, tu vois, moi, je le fais à l'envers. Moi, ce que j'ai tendance à... Je suis d'accord avec toi, le truc tout IA. Moi, je le fais, parce que LinkedIn n'est pas mon truc de prédilection. Donc, quand j'ai un nouvel épisode, je le dis à tout le monde, que tout le monde le sache, je balance mon truc et je dis, écris-moi un post. Il me fait un post qui est assez lambda, effectivement, qui fait pas des scores de fou, effectivement, mais qui a le mérite d'exister. C'est exactement ce que tu disais. C'est mieux que de rien du tout. A priori, au moins, voilà, il y a peut-être que 23 personnes qui l'ont vu, mais au moins, il y a 23 personnes qui l'ont vu. Déjà, ça c'est fait. Quand j'ai, en revanche, envie de poster quelque chose,
ce que je fais, en tout cas en ce moment, j'ai une idée, j'ai une espèce de conviction, un truc qui me semble un petit peu intelligent. Je vais sur, en l'occurrence, ChatGPT, et j'écris pas vraiment un post, j'écris ma pensée. Voilà, ma conviction, c'est que il se passe ça, et je pense que ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et je lui balance, mais j'écris un pavé en général, j'écris un truc souvent qui est plus long qu'un post. Pas en mode prompt, en mode vraiment, je t'écris mon truc comme si j'étais en face de toi, Marjolaine, et que je te disais, bah voilà, moi, le truc auquel j'ai pensé, je pense comme ça. Et je lui dis, fais-moi un post LinkedIn. Et j'aime bien, moi, ce truc-là, parce que quand même, il a les codes, il a compris aussi comment ça marche, LinkedIn. Et je trouve qu'il il me le met dans un sens qui est pas forcément déconnant. Oui, mais comme tu dis, voilà, ça te fait quelque chose qui est good enough aujourd'hui. Mais plus on va avancer, plus tout le monde va avoir ce niveau de standard. Et donc, tu vois, si on prend le temps d'échanger, j'ai envie de dire, la solution de facilité, c'est de faire ça. Et déjà, la façon dont tu le fais, c'est très bien, c'est que tu arrives et tu lui dis pas juste écris un post LinkedIn pour mon podcast et tu lui donnes le lien, tu te donnes tes idées, tes convictions, tes accroches, tes doutes, etc. Donc tu le nourris quand même, et l'importance du contexte. Et c'est même pas un prompt, comme tu dis, c'est pas le prompt qui est intéressant, c'est le contexte. Tu pourrais même aller, je sais pas si c'est ce que tu fais, mais le faire à l'oral. Moi, j'aime bien, tu vois, quand justement sur la réflexion, plutôt que de taper, soit j'ai une IA qui s'appelle Whisperflow, qui me permet de faire tous mes écrits à la base à l'oral avec une petite touche de mon clavier, mais sinon ChatGPT oral, je vais me balader, je donne mes intuitions, etc. On structure quelque chose. Mais c'est vrai que les tournures ChatGPT, ça se sent. Il y a un truc qui fait que la créativité, l'output fait par de l'IA, que ce soit pour du texte, de la vidéo, de l'image, une présentation, il y a un truc où... Et je trouve ça fascinant parce qu'il essaye au mieux de mimiquer les expressions humaines. Et tu dis, waouh, là, t'as voulu faire semblant d'être un humain. Et j'ai même, je pourrais le partager, des prompts qui font que tu le donnes à ChatGPT et du coup, il s'exprime plus comme un humain. Parfois, ça marche. Et parfois, il y a des trucs, tu te dis... Il revient. Oui, mais non, en fait. Oui, mais non, ça Comment slip. te décrire que oui, mais non? Tu vois, allez, c'est parti. Bah, en fait, on dit pas ça. Enfin, tu vois, il y a des petites choses. Donc, corriger des formulations, lui dire où est-ce que tu penses que je suis allée trop vite, où est-ce que j'ai des raccourcis dans ma réflexion, pourquoi pas, amplifier des idées, trouver des anecdotes qui vont illustrer, ok, mais le faire de A à Z, c'est quand on a besoin de le faire, quand on veut vraiment bien faire, voilà. Et surtout, je pense que le sens de ta question aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choses encore plus intéressantes qu'on peut faire avec l'IA? Mais ouais, c'était la question effectivement derrière. Si c'est pas LinkedIn, ou en tout cas pas LinkedIn de façon brute, ce que quand même beaucoup de gens font, hein, c'est quand même, je pense, la première utilisation de plein de gens, en tout cas autour de moi. Résume-moi ce Comment texte, est-ce que... voilà. Voilà, exactement. C'est le truc. Et par ailleurs, ça peut être vachement utile sur plein de trucs, mais comment est-ce que... Parce qu'on sent bien, on le sait tous, on sent bien qu'il y a plus. Parce que si c'est que écrire des trucs sur LinkedIn ou des machins, franchement, bon, c'est rigolo 6 mois, mais voilà. Ça va vite tomber par terre. On espère quand même que c'est pas qu'une bulle là-dessus et qu'il y a d'autres choses derrière. J'imagine qu'il y a autre chose derrière. Comment, pour toi, est-ce qu'on doit l'utiliser pour faciliter un peu notre façon de bosser? Moi, j'aime bien, que ce soit dans le marketing ou dans tout ce qu'on fait, en fait, j'ai théorisé ma pyramide de l'IA, hein, qui est un peu ma pyramide de Maslow maison, on va dire, qui reprend en fait comment je travaille. C'est en faire un assistant à qui je délègue un maximum de choses automatiques, faible niveau stratégique pour vraiment déléguer de la charge mentale, réduire ma charge mentale. En faire un DG, on l'appelle DG, Chief of Staff, directeur de cabinet, comme tu veux, tu vois, à mes côtés, qui m'aide à créer, à produire. Et le troisième niveau plus intéressant, c'est vraiment, moi je viens de l'univers startup, donc j'ai appelé mon cofondateur personnel, cette idée d'avoir un sidekick, tu vois, un Dominique Riquet, un co-founder, si on a le droit de faire des anglicismes, qui m'aide à me challenger, à me nourrir, à affiner ma vision, ma stratégie, m'assurer que ce que je fais, si je le fais bien, rapidement, mais pas dans le bon sens, ça est dans, tu vois, dans quelque chose qui a du sens pour moi, pour mes clients, pour mes utilisateurs, pour mon équipe, il me challengerait. Donc, en gros, j'utilise vraiment l'IA dans ces trois briques, et donc, en tant qu'entrepreneur, moi aujourd'hui, tu vois, je suis entrepreneur, solopreneur, comme on dit, donc tu vois, j'ai plein de casquettes, je gère pas mal de choses, et je suis vraiment dans cette idée de maximiser le résultat par rapport à mon temps. J'ai pas d'équipe ou de budget de milliards ou de millions de dollars ou d'euros, tu vois.
Mais je pense que ça s'adapte en fait, quoi qu'on fasse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand je m'adresse à des ingénieurs, on en parlait en off tout à l'heure, à des agriculteurs à La Réunion, là où je suis, je parle à des experts comptables, à des entrepreneurs, à des gens qui font du marketing, à des notaires, peu importe. Tout le monde dit, ouais, c'est vrai, cette pyramide, tu vois, genre, manager mon temps, gérer mon temps, avoir le contrôle sur mon travail, sur mon temps, produire quelque chose qui a du sens et m'assurer que ce que je fais a du sens, ça leur parle. Donc j'utilise, tu vois, l'IA dans ces trois zones. On peut développer ensemble, tu vois, mais c'est... Mais carrément. Carrément. Mais juste avant qu'on développe, moi, cette histoire de solopreneur, moi, je suis solopreneur aussi. Il y a plein de solopreneurs, d'ailleurs, hein, qui écoutent le podcast. Pas que, il y a un peu de tout. Il y a des entreprises et des indépendants. Mais il y a quand même ce truc qui est en train de monter, juste qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Cette idée qui est en train de monter, dont on entend de plus en plus parler, de... alors, c'est pas pour mettre des chiffres, parce que moi, je m'en fous un peu du chiffre d'affaires, je t'avoue que c'est pas un truc qui me... Mais il y a ce truc de, avec l'IA, on va pouvoir construire des entreprises, au sens des activités, avec juste une seule personne, qui travaillerait comme si elle avait en fait une équipe, une vraie entreprise plus structurée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu le vois comme ça? Comment tu te positionnes là-dessus? Je vais te dire, moi, c'est plus que le voir comme ça, c'est que je le vis comme ça. Aujourd'hui, je fais plus de chiffre d'affaires seule qu'avec ma boîte d'avant, Jam, où j'avais levé plusieurs millions et j'avais une équipe d'une 15aine de personnes. Wow. Alors, le chiffre d'affaires, c'est une métrique. J'avais, tu vois, un impact. On a contribué à... Enfin, tu vois, c'était innovant. On réfléchissait. On avait 1 million d'utilisateurs. Enfin, tu vois, genre, bien sûr, une start-up n'est pas mesurée, heureusement pour moi à l'époque de Jam, que, tu vois, à l'aune de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, moi, je me suis lancée dans une toute autre aventure. Et ce qui m'intéresse, c'est comment moi je m'éclate, l'impact que j'ai sur les personnes que j'accompagne, sur mes clients, la capacité à développer ma pensée, transmettre mon message et mon chiffre d'affaires, évidemment. Aujourd'hui, je fais 700 000 euros cette année toute seule. Voilà. C'est un truc de fou. On a fait parfois un peu plus avec Jam, mais alors au prix d'efforts et de levation et d'investissement et de R&D. Enfin, voilà, c'est une autre aventure. Oui, là, t'arrives à générer un chiffre d'affaires plus que conséquent sans avoir des investissements finalement à la... Je veux pas te demander tes chiffres d'investissement, mais... Ah non, mais si, on peut... Moi, j'ai pas de problème pour parler chiffres, mais si tu veux, aujourd'hui, ma stack IA, les outils que j'utilise, je sais pas, peut-être 400 euros grand max par mois. Et après, j'ai des freelances. Solopreneur, ça veut pas dire que je suis seule. Ouais. J'ai des freelances. J'en ai pas eu la première année. Moi, j'ai redémarré mon activité il y a 18 mois, tu vois, enfin en avril 2024. Et j'ai donc commencé avec zéro, avec pas de freelance, quelques outils no-code. Donc, tu vois, faire un site sur Squarespace, mettre mes actifs sur Notion, tu vois, mes idées, etc. Faire un peu de visuel avec Canva. J'entendais dans un de tes podcasts que tu aimais beaucoup Canva. Mon premier site, c'était des gifs, tu vois, des animations Canva, des couleurs, etc. ChatGPT m'a aidé à valider la palette des couleurs, des petites choses. Calendly pour que les gens réservent un rendez-vous, Stripe pour collecter les paiements. Bref, je vais pas te faire une liste d'outils, mais même que moi, quoi. Vraiment les trucs les plus simples et basiques, quoi, finalement. Voilà, t'as tes mails, ton agenda, ton Calendly, ton Stripe, ton Notion, tu fais un site en no-code, globalement. Et moi, j'ai tourné ma formation sur Loom à la base. Maintenant, t'es là, un peu plus avancé. Voilà, c'est la stack qui m'a permis d'atteindre les, je sais pas, premiers 300 000. Après, bien sûr, je suis pas partie de zéro. J'avais l'historique de Jam, j'avais une audience, tu vois, il y a plein de choses. Mais tout ça, c'est pas de la technologie. T'avais une expertise, de fait. C'est ça, mais ça, c'est hors technologie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quelques petits investissements dans les bons outils, de la bonne façon, au bon endroit, fait que en fait, tu peux vraiment te concentrer sur ton expertise, ton audience, la valeur. Moi, les moments où je m'éclate le plus, c'est pas quand je fais des prompts ou quand je crée des GPT ou des agents. C'est quand je développe mon contenu, ma pensée. Là, cette semaine, tu vois, on est lundi quand on enregistre ce podcast, pour ceux qui nous écoutent. On est lundi, je sais que j'ai une semaine de création de contenu, de réflexion, de lecture. Je suis la plus heureuse. Et après, j'adore retourner dans les outils, les automatisations, le marketing, etc. Mais il faut de tout. Et parfois, les gens me disent, mais t'as pas l'impression qu'avec l'IA, du coup, t'es vachement dans la techno, dans l'automatisation, t'es sur ton écran. Mais beaucoup moins qu'avant, en fait. Beaucoup moins qu'avant. Je peux comparer, tu vois, avec ma boîte d'avant, avec Jam.
waouh, mais je passais tellement de temps à faire des designs, à faire des retours à mon équipe. Mais aujourd'hui, même j'ai une assistante, avec mon assistante, il y a tellement de choses automatisées ensemble que c'est très fluide. Et en fait, on s'appelle. Parce que tout ce qui n'est pas de l'appel, c'est géré. Donc bref. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de décoder là ce que t'es en train de dire. Ce que t'es en train de dire, c'est que là où on reproche très souvent, ce qui est logique, c'est normal, c'est nouveau. On reproche à l'IA de « Ah oui, mais ça déshumanise les relations, les machins, etc. » Toi, ce que tu dis, en tout cas ce que j'entends en creux, c'est un peu l'inverse. C'est tout ce qui est pas over intéressant, en tout cas tout ce qui te fait pas toi triper. Et après, chacun choisit ce qu'il aime. Hein. Mais toi, ce qui te fait pas vraiment marrer, bah, tu le files à l'IA, c'est ton assistant qui veut bien prendre tous les trucs un peu relous, et toi, tu te gardes ce qui te plaît. Et en fait, du coup, bah, t'es peut-être plus heureuse aussi dans ton quotidien, en tout cas je te le souhaite. Et 2, ce que tu dis à l'instant, ton assistante, bah, tous les trucs un peu, pas franchement les plus marrants, c'est fait automatiquement entre vous, les IA, les machins, les trucs. Et du coup, quand vous avez des choses à vous dire, bah, vous vous appelez. Et au contraire, ça permet d'aller directement sur l'humain et de mettre de côté tout ce qui ne nécessite pas la relation humaine. C'est ça. Et moi, j'adore voir Séverine, pour la nommer mon assistante, là, qui m'a créé, par exemple, une automatisation Notion. Là, elle est en train de faire mon bootcamp, elle s'éclate et franchement, c'est génial de voir ça. Une automatisation où tous mes mails importants tombent dans un tableau Notion. Tu vois, avant, on avait des discussions, ah ouais, mais ça, mais machin. Non, elle a fait un super prompt. Pour ça, elle a compris quels étaient les mails importants pour moi. Et ça veut pas dire, tu vois, c'est peut-être à 90% parfait. Ça n'empêche pas d'avoir une relecture, ça n'empêche pas de... Mais quand j'arrive le lundi matin et vraiment, je pourrais te montrer après en off le tableau, mais j'étais là, ok, trop bien, tu vois. Et c'est pour moi c'est ça en fait, cette première brique, c'est lui déléguer plein de choses qu'on n'a pas à faire manuellement, qu'on n'a pas à répéter. Tant que tu l'as pas fait 3 fois manuellement, ne cherche pas à l'automatiser. Une fois que tu l'as fait, tu peux commencer à fluidifier, à automatiser. Et quand on dit automatisation, et là, moi je veux pas contribuer au FOMO autour de l'IA, on a l'impression que tu as des gens qui ont automatisé toute leur vie, qui sont là à faire du surf pendant que tout se passe. Non, en fait, on est tous à peu près, tu vois, je parle avec des gens qui utilisent beaucoup l'IA, qui prennent la parole, etc. Quand tu regardes leur stack vraiment au-delà de la démo LinkedIn, c'est le jour et la nuit. Juste, j'explique le contexte et la réalité des choses. Tu vois, une automatisation, ça peut être juste, j'ai un template de mail que j'envoie en un clic avec mon lien Calendly ou vers mon agenda, qui fait que dès que j'ai une demande de rendez-vous, en fait, ça me prend un clic et peut-être 3 mots à mieux écrire. Ça, c'est une automatisation. Enfin, si on veut bien l'appeler comme ça. C'est pas un truc magique. En fait, c'est vrai que quand on dit automatisation, on a l'impression qu'on a construit un truc, qu'on l'a mis dans la machine et qu'après on touche plus à rien, que tout se fait tout seul. C'est pas vraiment ça. C'est juste des petites choses qui font que les choses sont plus simples, plus vite, mieux triées, plus rapides, etc. Exactement. C'est ça. Et tu vois, juste se dire, ok, je vais prendre un petit temps sur mon Calendly, je vais parler avec ChatGPT, je vais lui dire c'est quoi les bonnes pratiques, donc pour Calendly, pour prendre des rendez-vous dans l'agenda et tout ça. Donne-moi des idées. Dis, par exemple, pour tes coachings, donc dans mon bootcamp, j'ai du coaching, donc toutes les semaines, des gens prennent des rendez-vous dans mon agenda, donc je peux pas gérer ça à la main, c'est juste pas possible. Ouais. Clairement, ça ne serait pas fait sinon. C'est des tout petits créneaux, enfin donc. Et il m'a dit, écoute, pas besoin de faire un truc trop compliqué avec un formulaire, etc. Juste rajoute la question, qu'est-ce qui t'amène ? Ça va être un rendez-vous rapide, donc on va aller à l'essentiel. Et donc moi, c'est pas une automatisation, tu vois, mais c'est juste se dire, j'ai mon élève, il m'explique, je galère à créer mon GPT pour ma gestion de je sais pas quoi, de ma newsletter. Moi, j'ai le contexte. C'est des petites choses, mais ça change la vie. Et donc, avant de vouloir tout automatiser et se dire mon agenda est géré quand je dors, mes mails sont répondus, etc. Ce à quoi certains vont être fascinés, d'autres vont se dire attends mais c'est horrible, t'imagines, il prend des décisions à ta place. Non, rien n'est envoyé sans que j'ai validé, etc. Et ça va créer le FOMO chez d'autres. Remettons un peu l'église au milieu du village et dire quelques bons outils, no code, IA, automatisation au bon endroit, ça change la vie. Et ça fait que tu te sens plus en maîtrise sur ta liste de tâches, la gestion de ton agenda, la gestion de tes mails, etc. Et tu peux passer à l'étape d'après, se dire, OK, c'est un sidekick à mes côtés avec qui je vais prototyper. Moi, ce que j'adore, en fait, et peut-être c'est aussi l'essence du marketing. L'essence du marketing, c'est mettre le bon produit entre les mains des bonnes personnes. Et de la bonne façon. Je sais pas. Et du coup, pour moi, l'IA, elle est exceptionnelle là-dessus parce que elle te donne l'accès à beaucoup de données.
Tu vois, tous les retours utilisateurs, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, aller prendre des vidéos LinkedIn d'influenceurs, micro-influenceurs, peu importe, et dire ce transcript, cette vidéo de 2 heures où quelqu'un fait un retour sur mon produit, où quelqu'un parle de telle tendance, bah, je vais le mettre dans une IA. Moi, j'aime bien, par exemple, TurboScribe, qui va me faire un transcript et qui va me permettre derrière de prendre tous ces transcripts, et il y en a 100 entre tout ce qui s'est dit sur ma marque ou mon produit, ou peu importe, ces dernières semaines, ce dernier mois. Je vais prendre tous les calls, toutes les interviews utilisateurs et prendre cette matière brute. Il y a eu 40 ou 1000, peu importe ta marque. Je vais prendre, tu vois, les exports de commentaires Instagram, de commentaires YouTube, etc. Toute cette donnée brute, impossible à analyser à l'échelle humaine. Je la mets dans une IA, donc ChatGPT, Claude, Gemini, le chat, peu importe. Notebook LM aussi, je recommande beaucoup Notebook LM, l'IA gratuite de Google, qui ne va pas sur Internet et donc du coup agit plus comme un documentaliste, où en fait tu lui donnes des liens YouTube, qui résume, texte, et ça te permet de discuter. En fait, ça te crée ton propre mini LLM. Ton propre outil, et tu as des fonctionnalités marrantes, ça te crée un podcast, une vidéo de présentation, un quiz, des cartes, des mots, enfin voilà, plein de choses, une FAQ, une timeline, enfin c'est assez magique. Tout ça, en fait, tu vas pouvoir après tester beaucoup de choses rapidement. Et moi, je trouve que l'IA, là où elle est magique, c'est qu'elle réduit le temps entre j'ai une idée et mon idée, elle est live, elle est testée, et je dois la donner pour itérer. Et en plus, cette donnée, je peux en faire quelque chose pour améliorer. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est ce qui m'éclate le plus. Moi, ce que je vois de plus en plus, et je t'avoue que c'est une réflexion alors que je l'utilise vraiment au quotidien, tu vois. Moi, c'est très ChatGPT parce que je suis encore restée à ce niveau-là, mais 80%, voilà. Non, oui, là, puis voilà, c'est facile. Je l'ai alimenté depuis, je sais pas, depuis qu'il est disponible, donc ça doit faire 2 ans maintenant. Donc, effectivement, il y a vraiment des automatismes qui arrivent. Il commence à comprendre comment je fonctionne, je pense. Enfin, il y a vraiment tout un truc. Mais ce que je réalise depuis relativement peu de temps, c'est que je l'utilise. Et je pense qu'on est nombreux à faire ça. Je l'utilise quand j'ai un besoin. Je me dis, tiens, j'ai besoin de rédiger une nouvelle page de vente, aide-moi à rédiger, ou la description de mon Calendly. Typiquement, pour faire ça, je trouve que c'est génial. Avant, je mettais Calendly, je mettais pas de description, parce que je m'étais jamais posé la question bêtement. Plein de petites choses, ouais. Voilà, ça améliore. Donc ça, ok, très bien. Mais donc, j'ai un besoin en tête, je vais le voir, je lui dis, fais-moi ça, machin. Il le fait très bien. Mais en revanche, ce que tu viens de dire, toi tu dis, ce qu'il faut faire, c'est l'alimenter au sens de toutes les données qu'on va avoir. Et en marketing, Dieu sait que des données, on en a sous la main et que bien souvent on n'utilise pas. Typiquement, les retours clients, les questions clients, tous ces éléments-là. Ce qu'il faut faire, c'est avoir cette gymnastique-là, de se dire, c'est mon sidekick cerveau, je lui mets, c'est ma bibliothèque, je lui mets tout ça dedans, je lui donne, et d'avoir ce réflexe-là de lui donner pour pouvoir l'alimenter. Ça, c'est un des usages clés et les plus magiques de l'IA aujourd'hui. Et depuis quelques semaines, on va encore plus loin avec les connecteurs. Les connecteurs sur ChatGPT ou sur Claude. Et là, vraiment, ça prend des proportions hyper intéressantes. Avec Claude ou ChatGPT, tu connectes. Donc, je dis Claude parce qu'ils en ont plus. Claude, typiquement, alors il faut la version payante, donc à $20 par mois. Tu peux connecter Netflix, tes mails, Gmail, ton agenda, ton Google Drive, ton Notion, ton Fireflies. Ça, c'est un peu ma stack d'outils principal. Et c'est les premiers à avoir été développés donc sur Claude. Fireflies, c'est pour enregistrer des calls en réunion. Tu vois, tu reçois à la fin ton transcript, ta synthèse, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai connecté ces 5 outils. Et même mon Stripe ou mon Canva à Claude. Sur ChatGPT, que les mails pour l'instant. Et Notion si tu as la version entreprise. Et tu peux aussi avoir Microsoft. Aujourd'hui, j'ouvre Claude et je peux lui dire quelles sont les idées les plus intéressantes que j'ai pu développer ou qui sont venues dans mon drive récemment ces 3 derniers mois, ou comment ont évolué les échanges avec mes clients ces 6 derniers mois ou ces 12 derniers mois. Quelles sont les grandes idées que je note dans mon Notion? Je lui pose la question, tu vois, si on prend les calls, comment mes discussions sur l'IA et la créativité ont évolué depuis début 2025 avec mes clients. Donc, ce que je comprends, à tous mes transcripts. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est il faut l'alimenter, mais que là, avec ces connecteurs, tu n'as même plus besoin de l'alimenter. Il vient
Il Dingo. vient et il se branche. On pourra le regarder en off après si tu veux. Et je Ouais. conseille à celles et ceux qui ont envie de tester avec Claude ou ChatGPT. C'est juste que Claude le fait mieux parce que avec ChatGPT, sans rentrer dans les choses trop techniques, mais j'aime bien donner un peu pour avoir les clés pour l'utiliser, Ouais. il faut utiliser ce qu'ils appellent le mode agent. Donc tu cliques sur le Ouais. petit plus et tu mets mode agent et ça va prendre du temps parce que ChatGPT va ouvrir un petit ordinateur et tu vas le voir aller naviguer sur ton drive, sur ton agenda. C'est génial, mais ça prend du temps. Claude n'a pas besoin de faire ça. Claude, c'est natif, tu connectes et tu lui dis regarde mes mails, est-ce qu'il y a des sujets importants que j'évite? Regarde mes conversations. Selon toi, quelles sont les frictions les plus importantes dont mes clients me parlent? Dans mes conférences, est-ce que tu sens qu'il y a dans ce qui a fait que les gens m'ont contacté, qu'il y a une différence entre avril 2024, avril 2025 et aujourd'hui? Selon toi, modèle prédictif, basé sur le passé, qu'est-ce que tu penses va se passer dans les 6 derniers mois? Selon toi, s'il y a des signaux faibles que je ne vois pas, est-ce que je vais dans le mur? Imagine que je suis allée dans le mur, on est en 2027, raconte-moi la raison qui a fait ça. Tu vois, c'est exceptionnel. C'est génial. Question très pratique. Je ne sais pas si tu as la réponse. Vas-y. Là, moi, j'utilise que ChatGPT. Donc, il a un historique avec moi, il connaît plein de trucs. Claude, je ne l'utilise pas. Là, cet après-midi, je me dis, attends, c'est vachement bien son machin, je veux les connecteurs, là, je prends mon abonnement, là, 20 €, c'est le même prix que Netflix, il n'y a pas de sujet. Il se connecte, il a accès à que les nouveaux emails qui vont arriver et les nouveaux éléments, ou il a accès au passé, je peux déjà lui demander toutes les questions que tu viens de poser. Alors, il a accès à tout, à partir du moment où tu le connectes, il a accès, moi je lui ai demandé, fais-moi l'analyse de mon drive ces 15 dernières années. Il m'a fait un petit artefact avec voilà les plus grosses collaborations, là où vous avez plus d'impact, là où il y a eu des opportunités manquées, vous intervenez sur tel sujet, enfin, génial. Et alors, donc, tu le connectes, il a accès à tout. Moi, j'avais anticipé, je pensais que tu allais me demander par rapport à ChatGPT qui te connaît très bien. T'arrives à Claude, coucou, hi stranger, tu vois. Et donc, ce que font les gens que j'accompagne et qui ont envie de changer, de tester d'autres LLM, c'est tu demandes à ChatGPT, fais-moi un brief de 20 pages sur moi avec tout ce que tu sais parce que tu fait ton confrère. Et ça va, il est bonne patte, il le prend pas mal, j'adore. il te le fait et ça te donne aussi des choses intéressantes sur ah ouais, c'est ça tout ce que tu avais sur moi, sachant que on a accès, tu sais, dans tes paramètres, tu peux aller faire la gestion de la mémoire et tu vois tout ce qu'il a en mémoire sur toi. Bien important d'activer la mémoire. Moi, j'aime bien faire tester le prompt tout simple. Que sais-tu sur moi que je ne saurais pas moi-même, basé sur nos conversations précédentes. Et c'est juste un test qui permet soit déjà de s'en rendre compte, soit de voir que ChatGPT dit « je ne sais rien », parce qu'en fait, on n'a pas activé la mémoire. Ou on n'est pas en mode connecté, et machin. Et moi, c'est un peu une personne sur deux. Personne sur deux, activée, sur deux. Donc, sans mémoire, sans contexte, on passe à côté de 90% de la magie de l'IA. Ce qui est intéressant dans les 10% sans mémoire, sans contexte, c'est que, du coup, l'IA a moins de biais. Et donc, moi, j'invite aussi, parfois, à avoir un LLM un peu plus neutre, donc par exemple Gemini, le chat, DeepSeek, ce qu'on veut, à qui on va aller poser la question. Et comme il nous connaît pas, c'est pas les mêmes réponses. Et moi, je l'ai déjà fait dans le cadre d'un post LinkedIn, pas pour l'écrire, mais pour le corriger. J'avais 2 approches différentes, tu vois, 2 hooks différents. ChatGPT me dit, le premier est largement meilleur. Claude, ouais, le premier, il est mieux. Je dis, bon, clairement, le premier, il est mieux. Je vais voir 2 autres LLM, je crois, Gemini et le chat, justement. Ils me disent les deux, le deuxième, largement. Et en fait, je comprends que moi, en fonction de ma personnalité, de mon historique, de comment j'aime m'exprimer, etc., le premier est mieux. Donc, le premier est plus fidèle à moi, à ta façon de parler. À ma façon de parler. Mais le deuxième va résonner mieux. Et donc, après, tu as un choix. Qu'est-ce que je fais Et donc, j'ai essayé de faire un peu le meilleur des deux mondes. Je sais pas si c'est... Mais voilà, tout ça pour dire que c'est très important d'avoir un LLM qui est notre cofondateur personnel, notre sidekick qui nous connaît. C'est cool aussi de garder des IA un peu plus neutres. Trop bien. Alors, tu viens de parler de cofondateur, parce que là, on a parlé de ton niveau 1 de ta pyramide, qui est l'assistant IA, je délègue, j'automatise tout ce qui est facile à automatiser, qui m'intéresse pas plus que ça. Le niveau 2, c'est ce que tu viens de dire, on va alimenter, on va lui donner toutes les datas, tous les éléments, et il va pouvoir venir nous aider à structurer, si on parle de marketing, tout notre process marketing, c'est-à-dire que derrière, tu vas lui demander de travailler sur ton persona, sur ton contenu, sur ton storytelling, sur tous les éléments qui vont venir nourrir ton marketing. Et là, on sort un peu de ChatGPT, Claude, etc. On va aller sur Nano Banana, sur Midjourney, Agent pour de la vidéo, Eleven Labs pour de la voix. Enfin, tu vois, tout ce qui est contenu
fonctionnel. Tu vois, par exemple, je différencie une photo qui serait ou une vidéo qui serait vraiment la campagne de la marque, où là, pour moi, il faut de l'humain, il faut de la créativité, il faut du décalage, il faut un truc un peu de la surprise, etc., à du plus fonctionnel, du genre, c'est mon catalogue Shopify, tu vois, c'est mon site, avec les mannequins, etc., différentes couleurs. Bah oui, pourquoi pas. Une fois que tu as créé quelque chose, tu peux utiliser des nano-bananas, etc. Mais oui, en tout cas, pour la création, pour tester un peu ce fameux 0 to 1, l'IA peut permettre de faire beaucoup de choses. En revanche, tu vois, il y a quelques jours, OpenAI a sorti sa première campagne de pub, donc une vidéo. Ouais. Donc OpenAI qui est dit ChatGPT, ils n'ont pas utilisé d'IA. C'est les intéressant. grands réalisateurs, les réalisatrices qui ont pris leur appareil photo. Je crois même que la caméra, c'est une vieille caméra. Enfin, donc, je trouve qu'il est trop bien cet exemple. Le décalage est vachement intéressant d'ailleurs. Le décalage est super intéressant. Ils te disent, tu peux tout faire aujourd'hui avec l'IA, tu promptes, tu as les meilleures campagnes, etc. Voilà. Et c'est un peu méta dans les cas où ils l'utilisent, c'est quand ils démontrent l'outil. Quand ils ont annoncé Sora 2, donc l'outil de gestion de création de vidéos avec de l'IA, ils l'ont fait via Sora 2. Mais parce que du coup, on leur pardonne que ce soit pas parfait, etc. Et on voit la démo. En revanche, quand tu veux aller toucher des gens, quand tu veux vraiment, c'est ta marque, c'est ton storytelling, c'est tes valeurs, etc. Bah là, ils ont pris de l'humain. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des IA qui ont assisté chacun de ces humains dans la réflexion, dans pousser les idées, etc. Mais qui tient les commandes et qui fait le résultat final, reste l'humain. Ça reste l'humain. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant entre nous. Carrément. Bon, on a le niveau 1, on a le niveau 2. Donc, niveau 1, assistant IA. Niveau 2, on a notre directeur des opérations en IA. Il y a le niveau 3, bah, du coup, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de monter un petit peu encore d'un cran. Là, tu me dis, c'est ton cofondateur IA. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu veux dire par cofondateur? En gros, c'est vraiment cette idée de je veux m'assurer que ce que je fais, comme je disais, tu vois, tout à l'heure, c'est pas juste je le fais bien, je le fais efficacement. C'est est-ce que je fais la bonne chose? Et tu vois, j'aime bien dire que le plus grand ennemi de la productivité ou même de la créativité, c'est pas le manque d'outils, c'est pas le manque d'argent, de temps, de ressources, c'est peut-être la flemme, tu vois, ou le manque d'alignement. On peut le dire un peu des deux façons du spectre. Et du coup, si t'es pas aligné avec ce que tu fais, tu vas je suis pas inspirée, je suis pas machin, mais c'est parce que j'ai pas Canva plus pro machin, c'est parce que mon ChatGPT, il a pas. Non, c'est parce qu'en vrai, tu t'en fous et t'es pas censé faire ça. Ou tu crois que ça t'intéresse, mais tu le fais pour les mauvaises raisons. Et donc, moi, d'avoir ce cofondateur personnel qui m'aide à garder quand même, à veiller au grain, et tu vois, et qui me challenge, à qui je peux dire, bah là, j'ai fait ça, mais dis-moi 3 raisons pour lesquelles, en fait, c'était peut-être un raccourci. Pourquoi je pourrais mieux développer ma pensée. Tu vois, des petites choses comme ça. Moi, j'ai par exemple un agent que j'ai créé sur Zapier, qui est un outil que j'aime beaucoup pour l'automatisation, qui regarde mon agenda. Et tous les vendredis à 17h, il m'envoie son analyse de ma semaine et son analyse de ma semaine à venir. Et il me dit, ok, cette semaine, t'as fait ça, on sent une évolution par rapport aux semaines d'avant, on sent qu'il se passe ça, point de vigilance. Là, t'as fait 6 calls d'affilée, c'est super, mais attention, tu vas perdre en qualité, tu vas perdre... Et ça, je sens que tu es en train de poser les briques vers ça. Et en fait, il est connecté non pas qu'à mon agenda, mais à mon Notion, à mon Fireflies. Et donc, il me dit, ouais, là, en coaching, je sens que tu commences de plus en plus à parler de ça et de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à écrire sur la pyramide de l'IA? Tiens, j'ai vu que tu avais des élèves qui avaient des niveaux très différents. Comment est-ce que tu veux les accompagner? Est-ce que tu es sûr que tu as une offre commune? C'est des petites choses. Mais en tout cas, je me sens, nous qui sommes solopreneurs, super accompagnés. C'est un peu le coach, quand je t'entends, c'est un peu le coach qui est pas là pour te dire ce qu'il faut faire, qui est là pour te poser les questions qui dérangent. C'est ça. Bon, mais attends, dis-moi, chérie, là, tu t'as dit ça, mais pourquoi t'as dit ça? Ouais. Et tu sais, d'aller moi, j'aime bien faire ça. Je fais pas du coaching, j'aime pas le terme, je suis pas, j'ai l'impression de manager une équipe de foot, d'une équipe de basketball des années 2000 quand on dit coach. mais j'aime bien, tu vois, le côté que moi j'ai vécu en entreprise. En fait, je travaillais beaucoup comme ça, je travaillais pas mal en binôme en entreprise, où t'en avais un qui disait d'accord, mais pourquoi t'as écrit ce brief agence? Moi j'étais vraiment, tu sais, en service marketing, blabla, où on briefait des agences toute la journée, etc. Ok, tu fais ton brief. Alors on croyait qu'on était super fort en brief parce qu'on faisait des jolis briefs de 40 pages, c'est formidable. Et à un moment donné, t'avais ton boss marketing. Moi je l'adorais. Je dis coucou si elle écoute un jour, Sylvie Brun, qui était une femme brillantissime, qui parlait pas beaucoup,
et qui te regardait droit dans les yeux, qui te disait « Ok, mais pourquoi t'as fait ça ?» C'est ultra puissant. Ouais. C'est très con, mais c'est ultra puissant d'aller poser ces questions qui en fait dérangent et que personne n'ose vraiment trop te poser parce que on a tous l'impression qu'on est très intelligent et pardon, mais fine, mais je trouve que c'est ultra intéressant d'avoir cette espèce de petit reminder qui lui dit d'accord, mais qui vient de poser les questions qui peut-être en fait qu'on se pose peut-être pas parce qu'on sait qu'elles vont nous fâcher un tout petit peu. C'est ça. Et moi, j'hésite pas à dire à l'IA parce que c'est facile, ça me coûte rien, c'est 3 mots. Enfin, tu vois, c'est vas-y, dis-moi les failles, dis-moi mes blind spots, dis-moi les zones d'ombre, dis-moi machin. Et ce petit pourquoi, il est génial, il est hyper puissant. Et c'est vrai que moi, l'utiliser comme un cofondateur qui m'aide à, tu vois, préparer un podcast, à qui il a tous les transcripts de mes anciens podcasts, et il va me dire, ok, tiens, là, tu vas aller là-dessus, ça, c'est intéressant, ça, machin. Il peut analyser a posteriori, ok, merci de m'avoir aidé à préparer, voilà le transcript, qu'est-ce que t'en penses? Une fois, il m'a dit, j'avais donc le transcript écrit, puisqu'il prend pas de l'audio, ChatGPT, il m'a dit, c'est bien, mais t'as parlé très rapidement. Je lui dis, comment tu sais, je t'ai envoyé un texte, il m'a dit, tu crois qu'il a triché? Mais en fait, le fait de savoir, de voir que tu ne conclus pas en répétant ce que tu as dit, mais tu enchaînes sur une nouvelle idée, il n'y a pas tel mot de liaison, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça, et pas cela, tu vas vite. Ah, j'étais là. Trop bien. Ok, donc tu vois, hyper puissant. Il y a plein de petites choses comme ça. Je l'ai même utilisé, j'avais une présentation devant un COMEX, un gros budget, un truc hyper stratégique. Ça s'est passé de manière bizarre. J'ai l'impression que la réunion m'a échappé. Enfin, j'en suis sortie avec un goût un peu amer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné à ChatGPT, on a fait une lecture du sujet. Et il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Donc, après, il te brosse un peu dans le sens du poil. Donc, il m'a dit, voilà, je lui dis, ok, mais maintenant, imagine que t'es la cliente. Et tu me dirais, parce que, mais vas-y. Il dit, merci pour ton exigence, Marjo. Je suis d'accord. Vas-y maintenant. Bon, en fait, voilà, t'as pas capté qu'un COMEX, c'était un lieu politique. Et donc, quand tu as répondu à la question de un tel en ouvrant, nanana, tu as perdu la confiance de l'autre qui attendait à ce que tu fasses ta présentation. J'étais là, ok. Je dis, du coup, tu penses que je dois revenir vers eux avec une offre? Et il m'a dit, ouais, c'est super parce que c'est du business court terme, mais ça va t'éloigner complètement de ça. Et de le voir écrit, je le savais, mais de le voir écrit, j'ai fait, ok. Et on a coécrit ensemble un mail et en fait, l'offre a changé et je suis retombée sur mes pattes et c'était génial. Et ça m'a fait j'en ai plein d'exemples où vraiment j'utilise comme un second cerveau, tu vois, un sidekick aussi, mais sur la partie plus stratégique, plus personnelle aussi, quoi. Trop bien. Écoute, Marjolaine, je vais pas te cacher, j'ai 10 000 questions de plus à te poser. Longtemps, ouais. Voilà, c'est ça, c'est un peu la discussion éternelle, mais je trouve que tu vois ce que tu nous as donné sur cette pyramide, niveau 1, niveau 2, niveau 3, je pense que là, il y a des trucs qui sont en tout cas dans le mien, je peux dire qu'il y a pas mal de trucs qui sont en train de bouger, je suis sûre que dans celui de ceux et celles qui nous écoutent, il y a plein de choses qui se passent. Je vais essayer de faire un résumé en 2 minutes de ce que tu nous as dit. D'abord, tu nous as dit, moi, tu m'as un petit peu prise à défaut, parce que je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Tu m'as dit, les amis, les posts ChatGPT, vous êtes bien mignons, vous êtes bien sympas, mais à ne pas faire pour un truc que je trouve en fait très logique une fois que tu le dis, c'est on utilise tous et toutes, de plus en plus en tout cas, de plus en plus ChatGPT et les autres pour rédiger nos posts. Certes, ça va plus vite, certes, ça nous aide, voilà, c'est génial, sauf que vu que tout le monde le fait, bon... l'un dans l'autre, on se retrouve au même niveau qu'on était avant quand on n'avait pas de ChatGPT, donc finalement, ça fait ressortir personne. Et la réalité, c'est que ce qui va faire ressortir, c'est l'humain, parce que, sans qu'on sache trop vraiment bien pourquoi, on reconnaît. Il y a toujours un truc, tu disais, il y a quand même un truc qui fait que ça marche pas quand c'est écrit que avec les IA. Donc, faites-vous aider par les IA, certes, pour structurer la pensée, pour faire plein de choses, etc. Mais gardez la main sur la rédaction, parce que c'est ça qui va faire que vous allez sortir de tous les autres qui auront utilisé l'IA, qui iront plus vite, qui auront peut-être produit plus, mais qui auront produit probablement de façon plus linéaire et plus un peu tous les mêmes et surtout moins humains. Et tu disais, et ça je le retiens vraiment parce que moi je pêche là-dessus, hein, mais il y a vraiment un point ultra négatif, un malus qu'on se prend au moment où quelqu'un se rend compte qu'on a utilisé l'IA. D'ailleurs, moi j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent, mais Estelle, je sais que tu as utilisé l'IA. Je dis, bah oui, mais enfin en même temps je le cache pas. Moi ça me gêne pas. Mais je sens qu'il y a un truc de putain mais merde, en fait tu m'as trahi. Je rajoute un exemple qu'on n'a pas mis, mais la même chose je voyais là récemment sur Spotify, il y a un super groupe, moi je connaissais pas du tout, qui est sorti et les gens disaient waouh, c'est génial ce groupe, c'est super, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que c'était de la musique qui avait été créée par l'IA et les gens se sont sentis absolument trahis, alors que bon, finalement si c'est sympa, mais ça les a, il y a une espèce c'est pas un humain qui de a vécu le décalage. sentiment.
et qui a voulu transmettre à un autre humain, c'est pas du tout la même chose. C'est synthétique. Et ouais, et du coup, ça casse un truc. Et pour le coup, moi, je crois en une chose dans marketing, c'est la confiance. Si tu casses la confiance, le truc est fini. Ça s'arrête. Alors que la confiance, tu mets longtemps à la construire. Donc, je prends vraiment ce point parce que je pense qu'il y a un élément vraiment de pivot qui se passe à ce moment-là. Donc, tu nous dis, l'IA, les amis, vous êtes bien sympas, vous l'utilisez tous pour LinkedIn et autres. Hein, je parle de LinkedIn parce que je suis sur LinkedIn, mais on peut faire pareil sur les autres. C'est peut-être pas là qu'on a la meilleure utilisation de l'IA surtout. C'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Toi, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut vraiment l'intégrer de façon globale à notre façon de travailler. Et si je prends le marketing, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, tu nous dis, il y a plusieurs niveaux. Le niveau 1, c'est vraiment l'utiliser comme un assistant à qui on va pouvoir déléguer tous les trucs qui sont pas méga over intéressants. On va pouvoir se garder les trucs qui nous font kiffer. Tu disais, moi, ce que j'aime, c'est créer, c'est lire, c'est prendre le temps de faire ces choses-là. Tu vas pouvoir lui donner tous les autres trucs du type organiser ton agenda, tes machins, tes trucs, créer la petite description sur Calendly. Toutes ces petites choses, tu disais que j'ai refait 3 fois. À partir du moment où je l'ai fait 3 fois, c'est que c'est un truc qui revient. On peut peut-être regarder comment on peut l'automatiser. Et tu le disais, ça m'intéresse. Automatiser, ça veut pas dire que c'est un truc magique que tu fais une fois que tu revois plus et qui se fait tout seul. C'est plein de petites choses. En fait, c'est plus ça. C'est simplifier la vie sur plein de petites choses. Donc ça, c'est le niveau 1. Et déjà, c'est pas mal. Ouais. Et déjà, quand on a le niveau 1, je pense qu'on a déjà gagné pas mal de temps. Quand on pense à notre copain Tim Ferriss qui nous disait qu'on allait bosser 4 heures, là, déjà, on peut se récupérer quelques minutes, quelques heures par jour. Enfin, peut-être quelques minutes par jour, quelques heures par semaine probablement, avec ce niveau 1. C'est déjà énorme. Niveau 2, ce que tu nous dis, c'est là... On a un peu notre directeur des opérations qui va vraiment nous aider à poser les choses. Et en marketing, un directeur des opérations, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce que tu disais, c'est il faut le nourrir. Et ça, c'est peut-être le truc à prendre, c'est ne lui posez pas tout le temps juste des questions avec vos prompts, j'ai besoin que tu me fasses ci, ça. Nourrissez-le, filez-lui toutes vos datas, toutes vos données. Tu disais, il y a des connecteurs maintenant. Je meurs de voir ce truc de connecteur, je trouve ça génial. Mais en tout cas, filez-lui toutes vos datas, tout ce qu'on peut. Un PDF, c'est très bien. On lui balance, il le prend. On active la mémoire, ce que tu disais, parce que si on n'active pas la mémoire, tout ça, ça sert à rien. Et là, il va pouvoir vraiment venir jouer un rôle sur notre création de persona, nos mappings de contenu, nos storytelling, tous les éléments en fait qu'on va pouvoir travailler. On va pouvoir lui demander de le travailler avec nous. Encore une fois, on a le droit de garder la main, c'est pas la question, mais en tout cas, il vient nous préparer un peu, nous mâcher le travail. Et après, on a le niveau 3 que j'adore, j'aime beaucoup vraiment ce que tu proposes, c'est de dire, en fait, j'ai mon cofondateur, j'ai mon miroir, mon partenaire qui va pas me faire de cadeaux, en fait. C'est plus ça qui va aller me poser les questions pour m'assurer que je vais dans le bon sens et que je suis pas juste en train soit de faire plaisir à la masse, soit de me faire plaisir parce que c'est plus facile, mais qui va venir un petit peu shake up le truc et dire est-ce qu'on est bien au bon endroit, est-ce que c'est bien les bonnes choses. En fait, c'est celui qui t'arrête dans ta lancée. Souvent on est tous comme ça, on a nos œillères, on roule là, on pédale comme des débiles. Lui il vient dire attends 2 minutes là, t'as pensé à ça, tu l'as fait pourquoi. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. Donc niveau 1 assistant, niveau 2 directeur des opérations, niveau 3 cofondateur IA. Je reprends mon souffle. Marjolaine, est-ce que j'ai résumé à peu près l'idée et la pensée ? C'est exactement ça. Bon, génial. Écoute, j'ai 1000 autres questions à te poser, mais je veux qu'on s'arrête là parce que je sais comment ça se passe avec un podcast. On l'écoute et on se dit putain, c'est génial, attends, je vais mettre ça. Et il y a trop de trucs et après, on met rien en place. Donc, s'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast et que ça vous intéresse autant que ça m'intéresse moi, dites-vous, ok, je m'arrête là 2 minutes et je vais commencer par mettre le niveau 1 en place. Et quand j'aurai mis le niveau 1, je mets le niveau 2 en place. Quand j'ai mis le niveau 2, je passe au niveau 3 parce que c'est trop dommage, en fait, de passer à côté et de pas aller dans vraiment l'essence de ce que ça va pouvoir nous apporter. Marjolaine, si les gens sont comme moi, qu'ils en peuvent plus, qu'ils ont envie de te poser 3 millions de questions et demie, est-ce qu'ils peuvent venir t'embêter et 2, où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Ouais, avec plaisir. Moi, je suis sur LinkedIn. Je pense que c'est le plus simple pour m'envoyer un message. Et après, via mon bootcamp, je propose aussi, s'il y en a qui ont des questions pour savoir si ça peut être pertinent, tous mes contacts, un call, etc. Donc, le bootcamp ia.com et sinon, sur mon LinkedIn. Génial. Je mets évidemment tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas, le LinkedIn, le bootcamp. Merci
mille fois, Marjolaine, d'être venue nous parler de ta pyramide IA. Tu es la bienvenue absolument quand tu veux, Marjolaine, sur le podcast du marketing. Avec plaisir. Mille merci Marjolaine d'avoir partagé avec nous ton triangle de l'IA, on va l'appeler comme ça, le triangle de l'IA qui va nous permettre de vraiment utiliser concrètement l'IA pour notre pratique du marketing, pas comme un gadget, pas comme un outil comme ça annexe, mais vraiment comme un sidekick, un assistant, un directeur des opérations, un cofondateur qui va nous aider à aller plus loin. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez le soutenir, je vous propose de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, généralement Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment ce qui m'aide à faire connaître le podcast du marketing, à le faire remonter dans les algorithmes des plateformes et à le faire découvrir. Je vous dis à très vite.